Bienvenue dans le 4e épisode de PME Stories. Aujourd'hui, on reçoit Mathilde Riga, fondatrice de Cult Kéfir, et son associé Édouard Dubois. En 2020, Mathilde lance seule une boisson fermentée encore peu connue. 4 ans plus tard, Cult décolle. 3 millions de chiffres d'affaires, 15% de rentabilité et 250% de croissance avec des ambitions européennes. La même année, Mathilde est diagnostiquée d'un cancer de stade 4, une épreuve brutale, intime et malheureusement pas si rare. Dans cet épisode, on parle de diriger, tenir et grandir ensemble quand tout bascule. Une histoire de croissance, de résilience, d'humain. Le 4e épisode de PME Stories, c'est maintenant. Allez, c'est parti. Avant de commencer cet épisode, un mot sur notre nouveau partenaire, Yago, un courtier en assurance qui fait gagner du temps aux patrons de PME. L'assurance, c'est souvent flou et compliqué. Yago, c'est exactement l'inverse. Un courtier pour PME, clair, sans jargon. Ils connaissent votre secteur, offrent un audit gratuit et proposent des solutions adaptées, sans frais cachés. Résultat, moins de stress, plus d'économie. Vous consultez tous vos contrats en ligne sur MyYago. Le lien en commentaire. Bon les gars, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, c'est très cool. Peut-être avant de commencer l'entretien, on se posait la question avec Sam et surtout pour notre public de le kéfir, qu'est-ce que c'est? Simplement. Ah, bonne question, parce que c'est vrai que le kéfir, ça reste aujourd'hui une boisson assez méconnue du grand public et souvent confondue avec le kéfir de lait. Okay. Donc ici on est sur du kéfir de fruits, il n'y a pas de lait dans ces canettes. Donc le kéfir de fruits, en quelques lignes, c'est vraiment une limonade fermentée, faible en sucre et super bonne pour la santé. Voilà, donc en fait on part d'une base d'eau, de sucre de canne et de citron, à laquelle on va ajouter des grains de kéfir. Et ces grains de kéfir, c'est en fait ces petits grains qui sont, c'est pas du blé, on dit grains parce que ça a vraiment la forme de petits grains. Et ces grains sont composés de bactéries lactiques, bactéries acétiques et de levure, qui vont en fait consommer les sucres présents dans cette limonade et les transformer en, comme je disais, acide lactique, acide acétique, etc. Et ça crée donc une boisson qui est en fait légèrement acidulée et super faible en sucre. Donc avec plein de vertus, du coup, j'imagine. Exactement. Okay. Ouais, trop bien. Beau design. Trop bien. Ce que je propose, c'est qu'on reparte du début, en 2020. Tu as alors 22 ans, Mathilde. Tu as des super diplômes de bio-ingénieur de K11 et d'Imperial. Tu as un top job chez Umicore. Et puis tu fais un choix, tu es super bien parti pour faire une méga carrière. Et puis tu fais un choix peu commun, un peu risqué, un peu non conventionnel. Tu décides de te lancer une marque de kéfir, une boisson peu connue. A posteriori, est-ce que tu peux revenir sur ce début et nous expliquer qu'est-ce qui t'a motivé, alors que tu étais sur un track très classique, très prestigieux, de partir pour faire du kéfir dans ta cave, quoi. Mais je pense que c'est un peu un mix d'éléments au bon moment. Donc là, à ce moment-là, ouais, j'avais 22 ans. Et comme tu dis, je venais de commencer à travailler chez Umicore. C'était un traineeship, donc voilà, poste assez intéressant, collègues sympas, belle boîte. Umicore, c'est une vieille boîte belge. Mais en fait, assez vite, je me suis réalisé que gravir les échelons d'une boîte corporate, c'était pas trop mon truc. Et puis, je passais 80% de mon temps à faire des modèles sur Excel qui allaient très vite tomber dans les abysses de l'oubli. Donc voilà, j'ai quand même un peu senti que c'était pas trop pour moi. Et puis, si on rebobine un peu, l'année d'avant, j'avais fait, comme tu dis, mon master à Londres. Et là, j'avais découvert un peu la magie de la fermentation. Donc, tout ce qui était ginger beer, kombucha, kimchi, etc. etc. Et ma mini chambre à Londres est un peu devenue un labo d'expérience. Donc je faisais moi-même tous ces trucs chez moi. Et donc voilà, j'étais un peu prise par une passion pour ces trucs. Et en rentrant en Belgique, eh bien, à ce moment-là, j'ai continué à faire tout ça chez moi. Et ma sœur m'a filé des grains de kéfir, justement. Et en fait, dès les premiers brassins, je me suis réalisée, waouh, il y a un truc qui se passe. Cette boisson est hyper intéressante, c'est rafraîchissant, c'est bon pour la santé, c'est vivant, c'est faible en sucre. Et pourtant, personne n'en parle. Il y a un truc à faire, quoi. Et puis voilà, le Covid est arrivé, j'avais beaucoup de temps devant moi. C'est toujours la même grain, c'est la question. Oui, non. Les grains, je les ai donnés donc à la production, mais en fait, non, c'est plus ceux-là qu'on utilise. Tu peux les réutiliser à l'infini? Ah, c'est le but. Ouais, c'est le but. Ouais. Donc en fait, tu ne peux pas créer du kéfir de rien. Tu dois recevoir les grains de quelqu'un. D'où le nom culte. En fait, donc, la culture, c'est un truc qui se transmet de génération en génération. Les grains de kéfir, Ces grains, ils viennent d'où?
On ne sait pas Bonne trop. question. On ne sait pas trop. C'est Vraiment, on sait C'est pas. fou comme L'histoire Il y a des du mythes, cactus, quoi. attention, ça arrive. Certains disent que les grains auraient en fait poussé, en fait, comme la pourriture, si tu veux, sur un fruit que tu vas laisser traîner. Eh bien, ces grains auraient poussé sur des fruits du cactus Opuntia au Mexique parce qu'il y avait les bonnes circonstances de météo, de température, etc. Donc ces grains, c'est une matière vivante Mhm. et ça se reproduit. Mhm. Et donc quelqu'un te donne des grains de kéfir qui est quelque chose de vivant et c'est comme ça qu'on fait du kéfir. Quoi. Exactement. Et si tu ne donnes pas à manger, il meurt. C'est ça, c'est comme des... Mais donc, ce qui veut dire qu'il y a relativement peu finalement, de gens qui détiennent la graine et donc de recettes et de manufacture de kéfir. Exactement. Et en fait, chaque kéfir va être super différent parce qu'il va dépendre de son environnement et s'adapter à travers le temps aussi. C'est là il faut avoir un coup de bol aussi, parce que si tes grains sont pas bons, bah, ton produit est pas bon, quoi. C'est de la microbiologie, en fait, c'est des milliards et des milliards de possibilités. C'est une belle barrière à l'entrée. Énorme. Voilà. D'un point de vue business, c'est une belle barrière à l'entrée, exactement. Et donc, si on revient sur ton histoire, donc à 22 ans, tu lances Kul Kéfir. Et alors, j'ai retrouvé sur LinkedIn, à 23 ans, tes premiers chiffres, un an après la création, sont assez impressionnants. Tu as déjà vendu 35 000 bouteilles, tu es distribué dans 100 magasins. Et alors, comment est-ce que une fille si jeune, parce qu'à l'époque, tu étais quand même vachement jeune, quoi, de 22 ans, en un an, arrive à créer une marque, être distribuée dans 100 magasins, vendre 35 000 canettes. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est vrai que je suis vieille maintenant. C'est bien de me le rappeler. Non, donc, je pense qu'il n'y a pas de secret. C'est d'abord juste beaucoup de travail, un peu de passion et beaucoup de travail. Et puis aussi, pas s'éterniser sur des questions futiles, quoi. J'aime bien dire que voilà, l'idée elle est venue en avril 2020. En octobre, les premières bouteilles étaient là. Puis j'ai juste foncé, quoi. J'allais voir les magasins. Le timing était super bon aussi. Il faut un peu de chance avec le timing. C'est le Covid, les gens commençaient tous à cuisiner beaucoup et sainement. Ils allaient faire leurs courses dans les magasins bio. Donc en fait, moi, après le travail, j'allais avec une caisse sous le bras voir les magasins bio, les démarcher. Et en fait, en général, une semaine plus tard, ils me rappelaient, ils me disaient « Ah, Matt, on n'a plus de stock, viens faire un refill. » Et voilà, ça a commencé comme ça et on est là 5 ans plus tard, quoi. Donc il y a un facteur chance, foncer, pas se poser des questions futiles. Mais voilà, si Édouard est là aujourd'hui, j'imagine qu'il n'a pas été pour rien non plus dans le succès de la boîte. Il y a aussi, je sais que vous avez un troisième associé, Dorian. Tu peux nous expliquer un peu, Édouard, la rencontre avec Mathilde, l'alchimie justement qui s'est créée? Oui. Bah alors en fait, moi j'étais plus background corporate, j'avais bossé pendant 8 ans en consumer goods, donc vraiment food à fond. J'ai fait Heineken, L'Oréal, Spadel, Bell, enfin voilà. Et je voulais vraiment rentrer dans le monde des startups, donc je suis parti et je me suis dit bon, maintenant je vais accompagner des startups food à Bruxelles, dont une qui a plutôt bien marché. D'ailleurs on a fait un exit récemment, elle a vendu sa boîte au UK, voilà. Et donc je me suis dit en fait c'est ça que j'ai envie de faire, ça me passionne. Et donc un ami en commun nous a mis en relation. Et j'ai fait une mission de consultance de 2 mois et je pense que là, l'alchimie, c'est un peu... Elle t'a fait l'histoire de cactus, c'est ça? L'histoire du cactus a évidemment tellement fonctionné que ça a été le gros coup de cœur. Non, mais ça a été vraiment un coup de cœur plus personnel en disant, voilà, j'ai envie de bosser avec Mathilde, on se comprend, je la trouvais assez intelligente aussi, assez smart. Et donc c'est vrai, et donc on avait envie de bosser ensemble et à côté de ça, c'était marrant parce que mon entourage me disait qu'est-ce que tu vas aller vendre du kéfir, c'est quoi cette potion magique, déjà tu rentres dans le food, c'est super niche, les marges sont compliquées, financièrement c'est compliqué. En plus les boissons, quand tu regardes un rayon boisson chez Deleuze, tu as le nombre de choix. Enfin vraiment c'était des red flags partout de mon entourage et parfois il ne faut pas être trop rationnel et juste suivre son instinct. Et voilà. Et alors, pas être trop rationnel, certainement, enfin je veux dire je veux bien te croire sur parole, mais vous avez quand même dû, j'imagine, à un moment négocier pacte d'actionnaires, ou rentrer au capital, etc. Enfin, concrètement, c'est quoi le setup que vous avez aujourd'hui dans la boîte? Qui fait quoi? Alors, le fait de bosser ensemble était intuitif, mais par contre, derrière, on a été le plus rationnel possible. En vrai, je pense que c'est super important de formaliser tout ça, parce qu'après, ça évite tellement de sujets, tellement de choses. On regarde même statistiquement, je ne sais plus à quel ranking, mais genre les conflits d'actionnaires, c'est un des plus gros arguments qui fait arrêter une start-up. Donc, c'est sûr que c'est super important. Et donc, ouais, ça a pris un peu de temps, mais ouais, c'est un ping-pong qui s'est fait naturellement. Pour entrer dans le capital. Moi, j'ai surtout acquis de l'equity au fur et à mesure des années, donc c'était vraiment en mode, on mettait des targets, des milestones. Et alors, ma responsabilité principale, c'est vraiment tout ce qui est financier, quoi, de A à Z. Et j'avais aussi pas mal d'expérience en négociation commerciale, retail spécifiquement, parce que j'accompagnais les commerciaux avant. Et en fait, le nerf de la guerre, il est là, il faut rien lâcher sur les négociations, parce que c'est souvent David contre Goliath.
Et donc, il faut rien lâcher. On peut obtenir plus qu'on pense. Voilà. Donc, ça s'est fait un peu. Et toi, Mathilde, tu cherchais des associés? Ou c'est parce qu'ils sont arrivés que tu t'es dit pourquoi pas? Non, moi, ça m'a toujours embêtée parce que au tout début, donc j'étais seule et à un moment, j'avais été approchée par un petit fonds d'investissement dans le food en Belgique. Et ils m'avaient dit on pourra t'aider, on va investir, viens par Et ils m'ont dit en fait non, ça va pas le faire, t'as pas d'associé, laisse tomber quoi. C'était un facteur pour eux. C'était vraiment un facteur clé. Et je l'entends par après. Mais en fait, tu ne trouves pas comme ça un associé. Et chercher un associé, c'est pas un truc qui se fait naturellement, enfin qui se fait justement de manière opinée, quoi. Et en fait, j'ai un peu laissé la vie faire les choses. Et comme dit Ed, on s'est un peu rencontrés parce que le timing était bon, parce que voilà, c'était le moment. Et en fait, à ce moment-là, j'avais réalisé qu'il y avait un truc qui se passait avec le kéfir, mais qu'il fallait passer à la vitesse supérieure. Et que si je voulais jouer dans la cour des grands, il fallait s'armer d'une équipe peut-être un peu plus compétente que juste moi. Et j'ai trouvé quelqu'un qui était bien meilleur que moi dans tout ce qui est chiffres, négo avec les grands. Et en fait, très naturellement, on s'est associés, quoi. Et Dorian arrive en même temps? Il est arrivé un peu plus tard, lui. Okay. Il est arrivé quoi, 1 an après moi, 1 an et demi après moi. Ok, donc à chaque fois, vous avez refait les discussions, vous avez refait de la place au capital, et c'est comme ça que vous avez fait grandir l'équipe, quoi. Ouais, je voulais soulever un point quand même intéressant, c'est que Mathilde, du haut de ses 22-23 ans, qui est une femme en plus, qui va voir des gens en disant en fait, je suis peut-être chaud m'associer à avoir du capital. Moi, c'est comme ça que je l'avais ressenti à l'époque. J'étais quand même pris en pleine tronche. Un truc qui est un peu vrai, c'est en fait, t'es une femme et t'es jeune, et souvent, en fait, il y a encore une barrière par rapport à ça. Et bon, je sais pas si le fait que j'étais plus âgé et un mec qui est plus aidé, mais c'est un peu une réalité aussi. Et voilà, c'est quand même frappant de voir que évidemment, ce genre de choses existent encore. Ça m'avait vraiment saoulée. Ouais, c'est compréhensible. Tu veux dire quoi? Tu as été voir des gens et tu crois que parce que tu étais une femme jeune, ils t'ont dit dégage. Et quand ça lui, n'a pas aidé, je crois. Et quand Edouard est retourné en mode juste avec une barbe, et ils ont dit ah bah ok, alors pourquoi pas, quoi. Mais c'est ce qui s'est passé. Je pense que c'est. On a été pitchés ensemble après. Vrai, Hein. Vous avez été revoir et tu t'as senti le regard, ou en tout cas la réception qui a été. Mais ils m'ont dit reviens le jour où tu es un associé. Et entre-temps, Ed n'était pas encore 100% associé, mais on s'était dit bon, tu sais, quand on va aller pitcher ensemble. Et oui, clairement, on était plus crédibles. Voilà. C'est quoi le nom de ce fonds de macho? Non, j'ai failli le dire avant. T'as vu, il est sorti, je me suis retenu. Ils ont investi ou pas finalement? Non. On leur a mis un mur derrière. Non, et c'est ça qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on est 3 actionnaires et on peut tout décider à 3. Et c'est le luxe, quoi, de pouvoir faire ça. Ouais, et puis du coup, Dorian, qui est arrivé 1 an et demi après moi, qui lui avait une casquette plus commerciale. Il a travaillé chez Dr. Oetker et Mars. Et lui, c'est vraiment, je dis toujours, c'est un chien sur un os, quoi. Le gars, il lâche rien. Il a ouvert, je crois, 15 ou 16 pays en 1 an. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, quoi. Sur LinkedIn, sur les foires. C'est vraiment... Enfin, voilà. Moi, ça m'impressionne la façon dont il a fait ça. Donc, voilà. Il n'est pas là aujourd'hui, mais petit chapeau à lui aussi. Ouais, je pense que c'est vraiment la force de notre équipe, c'est qu'on est tous tellement différents et on a beaucoup à apporter à l'entreprise avec nos skills complémentaires. Et alors, je pense qu'on avance encore de 2 ans dans l'histoire. On arrive en 2024 et à ce moment-là, culte d'école. Vous êtes en train de faire x4, l'équipe est en place, les ventes explosent. Et à ce moment-là, Mathilde, tu découvres que tu as un cancer en stade 4, très avancé. À ce moment-là, il y a tout le volet personnel, auquel on ne va pas venir discuter dans cette interview, mais d'un point de vue professionnel, vis-à-vis de Culte et vis-à-vis de tes associés, quelles sont tes premières réactions? Et puis comment est-ce qu'on annonce ce type de nouvelles à ses associés? Et est-ce qu'on a peur d'annoncer ça à ses associés? Parce que Je pense que la force qu'on avait entre nous, c'était qu'on a toujours été très vrais. Si quelqu'un avait un doute sur l'actionnariat ou un doute sur la collab, on l'a toujours posé sur la table. Donc voilà, il n'y a pas trop de non-dits entre nous. Et donc typiquement, là, quand ça m'est tombé dessus, c'était un mercredi matin, je me souviens bien. Et j'avais un rendez-vous avec Ed l'après-midi. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Ed, j'ai dit, l'après-midi du coup, j'ai dit « Ed, je ne vais pas pouvoir être là, je viens d'apprendre en fait que je suis malade. On n'en sait pas trop, mais voilà, je préférais te le dire assez rapidement et to be continued, quoi. Et Ed, je pense, était abasourdi, tu le diras après, mais tu as très très bien réagi parce que tu m'as envoyé un message 1 heure plus tard et qui m'a juste mise totalement en confiance. Et
voilà, et puis de là, on a continué, quoi. Ouais, c'est vrai que l'annonce, c'était un choc, une explosion quand même assez intense, parce que bon, d'une part, c'était mon associé, mais on passait beaucoup de temps ensemble, donc il y avait aussi un lien d'amitié qui s'est créé, quoi. Enfin, je considère aujourd'hui qu'on est, tu vois, potes et amis, quoi. Donc, ouais, parfois, tu vas voir l'associé, en fait, c'est juste pour du business, et clairement, dans la balance, ça joue très fortement. Et puis, il y a eu tout le cheminement pendant l'année aussi, où en fait, moi, j'étais plus dans un mood en me disant, en fait, ça va lui prendre déjà tellement d'énergie, centralise ton énergie là-dessus. Et franchement, tout ce qui est business, associé, on ne va pas trop en parler. Et en fait, on n'en a pas tellement parlé. Et je pense que c'était mieux comme ça. Et que je pense que si jamais vraiment on aurait dû en parler, on en aurait parlé. Et c'était mieux qu'elle se centralise là-dessus. Et voilà. Donc un mécanisme, c'était finalement de vous donner corps et âme sur le boulot et d'essayer de pas que ça prenne une place... Oui, pas corps et âme, mais justement, quand je venais au boulot, je dirais quoi, 3/5 du temps, à mon avis, c'était justement l'occasion de vivre une vie normale et de m'éclater avec Edouard qui lâchait dinguerie tout le temps au bureau. et Dorian mon rôle, ouais. Non, mais c'est vrai, le bureau était vraiment un moment de divertissement, même si naturellement on travaille. Ouais. Et je suis hyper reconnaissante envers Ed et Do pour les beaux moments qu'ils m'ont donné cette année-là, quoi, clairement. C'est marrant parce qu'au début, tu as plutôt une posture en mode genre, tu as envie de demander comment ça va, mais j'ai vite compris que c'était pas la bonne question à poser. Parce que, bon, je pense qu'avec Dorian, on l'a vite senti. Quand elle arrivait, c'était vraiment un échappatoire. T'en parleras mieux que moi, mais j'imagine que dans le privé, tout le monde ne parle que de ça. Et donc, bizarrement, donc évidemment, les annonces étaient émotionnellement tu vois, très tristes. Mais en fait, quand je regarde 2024, je la considère plus comme une année assez joyeuse et sympa. Parce qu'en fait, on a beaucoup ri. On n'a eu que des bonnes nouvelles. Tu vois, c'était vraiment un peu comme si... La vie était un balancier et en fait il y avait une mauvaise nouvelle et tout était compensé par les bonnes nouvelles chez Cult. Donc bizarrement quand je regarde 2024, j'ai trouvé ça une année très pleine de joie. Mais donc vous n'avez jamais eu une discussion où vous êtes mis autour de la table entre 3 associés de comment est-ce qu'on réorganise le travail, quels sont les différents scénarios. Ça c'est une discussion que vous n'avez pas eue? Pas vraiment. Enfin, bon, je pense qu'il y a une chose, c'est qu'à un moment Mathilde elle a compris qu'elle devait juste... Je pense qu'elle a plutôt tendance à vouloir savoir tout ce qui se passe, enfin, de base, hein, tout ce qui se passe dans le détail, etc. Et du coup, elle est hyper curieuse et elle comprend tout assez bien de tous les sujets différents. Sauf que là, elle n'avait pas le choix, elle devait step back et dire en fait, maintenant, je n'ai pas le mot micromanagement, c'était pas ça. Un peu step back et vous faire confiance. Et en fait, je pense que quand la boîte grandit, c'est une force de management. Et donc, très vite, tu as fait confiance et tu as laissé tourner les équipes. Et en fait, ça a roulé. Et ça s'est fait très naturellement, en fait. C'est une bonne chose. Ouais. J'ai été forcée à lâcher prise. Tu étais dans le style micromanagement très... en fait, quand tu es tout seul dans une boîte, tu n'as pas le choix parce que tout ce que tu ne fais pas ne sera pas fait. Et donc, à un moment, quand il y a des gens qui te rejoignent, il y a des mécanismes que tu dois désapprendre. Et là, je ne les avais pas encore tout à fait désappris, c'est certain. Et puis voilà, j'ai été forcée à le faire, donc c'est top. Tu dis que ça a changé l'équilibre de la boîte? Enfin, le fonctionnement interne. Mais je pense que chacun a peut-être plus pu s'épanouir dans son propre rôle et on se fait hyper fort confiance quand on se challenge sans rentrer dans le scope de l'autre. Ouais. Non, sur le décisionnel, c'est sûr que chacun a sa casquette et c'est nous qui tranchons, mais on est très fortement à l'écoute et on partage, donc ça c'est quand même bien. Et non, ça s'est mis naturellement, bizarrement. C'est vrai que c'est étonnant, c'est pas très professionnel qu'on n'en ait pas parlé, mais en fait on a senti que ça se mettait naturellement bien, donc là en fait ça sert à rien d'en parler. Ça tourne. Très serein la façon dont vous en parlez, et comme s'il n'y avait jamais eu de véritable ni tabou et en même temps ni gêne, tout en avançant de façon sereine. Oui, non, je pense qu'on s'est tous toujours considérés comme des humains, comme des égaux, et ouais, on dit les choses comme elles sont et on discute des choses, quoi. Je pense que c'est très important. Et je regardais tout à l'heure, en fait. On a entamé la rédaction, la formalisation de notre pacte d'actionnaires 10 jours avant le diagnostic. Donc c'était un peu, de nouveau, des choses qui se mettent à ce moment-là. Et en fait, on avait vraiment pour objectif de bien faire ça avec des avocats. Et de nouveau, ce processus-là, même si moi, je me disais que j'allais peut-être plus être là 2-3 ans après, on a quand même su faire cet exercice de manière hyper détachée de la maladie. Et pour avoir un pacte aujourd'hui en béton qui est top. Et tu penses que vous avez adapté le pacte ou non, vous l'avez fait de manière détachée? Oui, il faut essayer quand même, sinon...
Bon, on a mis des clauses naturellement si l'un des associés n'est plus là, qu'est-ce qu'on fait? Non, bien sûr. Quels sont les ayants droit, etc. Mais c'est des trucs Enfin, je veux classiques. dire, moi, dans mon pacte avec mon associé, je l'ai fait aussi. Ouais, Je veux dire, donc ça me Il paraît... faut, c'est la base. Mais là, clairement, les questions se posaient plus. Quoi. Comme dirait Sam, donc, on continue d'avancer dans l'histoire de Culte. Aujourd'hui, 2025, on sait que vous avez de grandes ambitions, continuer une expansion internationale, potentiellement des nouveaux produits, des projets de microbrasserie éventuellement. Du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur là où vous voulez aller, les ambitions, les rêves, les projets que vous avez pour Culte? En fait, on a fait x4 en 2024. On va faire probablement x2,5 cette année. Je pense qu'on va faire au moins x2 l'année prochaine. En tout cas, c'est ce qu'on a prévu avec nos fournisseurs. Donc, beaucoup de croissance dans beaucoup de pays. On est dans 18 pays, je crois, maintenant, 17 pays en 1 an et demi. En Europe? Donc, en Europe, ouais, aussi un peu Maroc. Ok. Ouais. Il y a un ami à moi qui m'a envoyé une photo d'un Culte à Essaouira dans un petit magasin. Donc, là, genre, comment ce truc est arrivé là-bas? Non, mais donc en fait, beaucoup de croissance très vite à beaucoup d'endroits. Donc maintenant, il faut être sûr que la graine est semée, mais il faut qu'elle pousse. Donc il va falloir voir comment on gère tout ça. Et puis je pense vraiment se centraliser sous le produit phare et pas trop justement partir dans des catégories plus élevées. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, en fait, on est une boisson fonctionnelle. Dans le fonctionnel, il y a quoi? Il y a de l'énergisant, il y a plein de choses. On essaye, mais je pense qu'il ne faut pas trop dévier non plus et rester... J'ai l'impression que tu fais un petit teasing sur quelque chose là, non? Tu veux pas nous annoncer quelque chose en filigrane? J'essaie la deuxième partie pour Mathilde. Non, mais donc, vu que vous avez remarqué qu'on est une équipe qui s'entend très très bien, il y a peut-être un deuxième petit projet qui va découler de notre équipe, en association avec un tierce parti justement, Okay. aussi dans le monde des boissons, mais ce serait peut-être une autre marque, un autre moment de dégustation, mais toujours sans alcool, ça c'est ce que je peux dire. Un produit d'abbaye, voilà. Voilà, attention. Ça sonne bien, ça, non? Ça sonne bien, produit d'abbaye. effectivement. Ok. On en dira pas Bon, plus. ben, à suivre. Non alcoolisé, c'est ça la transgression. C'est le twist. Je sais que le kéfir, on est en plein hype du kéfir. À long terme, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fera la différence entre Culte et d'autres boissons qui surfent sur la vibe boisson sans alcool et saine? Donc là, on est dans les starting blocks. Vous êtes vachement bien parti, mais à long terme, quand la compétition va augmenter, qu'est-ce qui fera votre différence? Qu'est-ce qui vous permettra de garder vos marges, votre croissance? Bah, c'est le goût, hein. Moi je pense que c'est vraiment le goût. Les gens vont acheter une boisson parce qu'elle est saine une fois, 2 fois peut-être, mais ils reviennent seulement si c'est vraiment bon. Donc ça c'est vraiment notre cheval de bataille depuis le début. Faut se faire plaisir quoi d'abord. C'est vrai que c'est super bon. Merci. En fait, on l'a vu dans les chiffres, c'est pour ça aussi qu'à un moment on s'est dit, c'est bien d'écouter ce que les gens disent, mais il faut parfois prendre ses propres décisions. En fait, on a un taux de rétention chez Delhaize, parce qu'avec les cartes plus, tu peux voir les chiffres. Franchement, même Delhaize nous a dit, franchement, en 20 ans, on a rarement vu quelque chose comme ça pour un produit innovant. Donc on s'est dit, en fait, si naturellement, avec un peu de promo, la rétention se crée et les gens essayent et reviennent, en fait, on va aller partout. Et donc on s'est dit ça. Puis le deuxième avantage qu'on a, c'est qu'effectivement, c'est lié au goût, mais vu que c'est de la microbiologie, en fait, c'est très compliqué de faire exactement la même chose. Il faut un coup de bol, il faut que les grains soient bons. Et alors, je pense qu'on est pratiquement les seuls à avoir aussi décidé d'industrialiser le process de fabrication, mais dans le sens, pas le produit industriel, parce qu'il est bio, on fait pas attention, c'est des vrais jus, etc. Mais genre, vraiment, on peut sortir, je sais pas, on peut sortir 20, 30 millions de canettes si on veut par an, alors que souvent, c'est des local heroes avec des petites brasseries. Ouais, d'accord. Qui ont chaque fois le même problème, c'est vraiment on a la capacité maximum et on ne peut plus grandir. Est-ce que tu penses que ton background de bio-ingénieur t'a aidé, vous a aidé dans ce processus-là d'industrialisation, d'avoir un goût d'une qualité supérieure, etc. Je pense que dans la compréhension du produit, oui. Et dans les discussions avec les brasseurs avec qui on travaille, oui, certainement. Après, je ne suis pas moi en labo et en production tous les jours, mais c'est un asset clairement qui permet de parler la même langue avec la production. Ouais, bien sûr. Ouais. Notre producteur, d'ailleurs, je pense qu'avant donc 2023, qui était une année quand même un peu compliquée, on a eu des hectolitres et des hectolitres de brassins ratés parce que c'est un produit qui est très fragile. Et donc en fait, là, c'était vraiment avec le département de microbiologie de notre fournisseur, c'est trouver des pistes pour essayer de comprendre. Et en fait, là, tu vois que Mathilde, c'est là où elle a une valeur ajoutée énorme, c'est que moi, je ne comprends pas un mot de ce qui est dit, en plus, c'est en néerlandais. Donc, la microbiologie en néerlandais, alors j'ai fait mes études en néerlandais, je peux vous dire qu'il faut s'accrocher. Et donc, non, c'est une vraie valeur ajoutée, en tout cas.
Ce qui est très clair, en tout cas, quand on vous voit, et même pour vous avoir un peu parlé du coup, dans d'autres contextes, il y a une vraie complicité. J'imagine qu'avec Dorian, enfin tu le disais Mathilde, vous partagez ça. Donc un peu l'humain au cœur de votre entreprise. Mais voilà, nous, ce qu'on avait envie de vous demander, ce qu'on demande à chaque fois avec nos invités, c'est un peu un conseil ou une recommandation que vous feriez pour des équipes qui seraient amenées à traverser une épreuve, par exemple, telle que celle que vous avez traversée, quand on a les statistiques un peu du nombre de personnes qui sont notamment touchées par le cancer en tête. On sait que c'est des choses qui peuvent arriver fréquemment. Donc juste globalement, vous, votre appréciation de ce qui vous a aidé ou ce qui aiderait des entrepreneurs qui seraient confrontés à un challenge pareil. C'est pas évident comme question, parce que je pense que chacun réagit très différemment à une situation, à un contretemps comme ça. Moi, personnellement, c'était de continuer justement un maximum à vivre. Et ça se passait notamment à travers le travail. Il n'y a pas que le travail dans ma vie, heureusement. Mais oui, c'est avec des associés en qui tu fais confiance et avec qui tu t'éclates. Et honnêtement, si j'avais été dans une boîte comme Umicore, qui est top, hein, mais je pense que là, j'aurais vécu un enfer, quoi. Mon quotidien n'aurait pas été le même. Donc, une chouette équipe avec des gens qui te donnent de l'énergie, quoi. C'est vraiment ça, si tu peux créer ça. Oui, je rejoins un peu le point de Mathilde. Je pense que chaque cas est différent, c'est-à-dire que chaque personne va réagir de façon très différente. Donc il faut pouvoir quand même se dire, donnons-nous la flexibilité de comprendre ce que la personne attend vraiment lors de cette période. Dans le cas de Mathilde, c'était justement se retrouver au boulot parce que c'était vraiment plus échappatoire. Et pour d'autres, ça peut être complètement différent. Donc ouais, je pense vraiment bien écouter, essayer de bien comprendre ce que la personne recherche. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Donc être attentif à ce que cette personne voudrait à voir pour l'accompagner. Merci beaucoup. Merci d'être venu. C'était top comme interview. Merci à vous. Merci les gars. Merci. Buvez du kéfir. Un tout grand merci à notre partenaire Yago.